Voilà, donc je vais vous parler de l'ours pour commencer. Ensuite, on verra un peu dans certaines tranches de l'histoire qui ont été importantes pour l'ours, notamment le Moyen-Âge où on va le déprécier complètement et on va même le remplacer par le lion. Et puis alors ensuite, je vous présenterai le montreur d'ours, qui étaient ces montreurs d'ours, et ensuite qu'est-ce qu'ils faisaient. Pour être montreur d'ours, il faut un ours. Donc, je vous parlerai de la capture, de l'élevage et du dressage des ours. Et ensuite, on parlera donc du départ de ces oursaillers sur les routes et de leur retour. Et ensuite, on parlera également de tous les pays qu'ils ont visités, parce que c'est quand même étonnant que sur une durée à peu près de 80 années, des gens aient pu partir un peu dans le monde entier, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, etc. Et ils ont donc exploré, tous ces montreurs d'ours ont exploré le monde entier. Certains même sont restés sur place et sont devenus de vrais Américains. Donc après, on verra une anecdote sur la séparation de l'Église et de l'État. Il s'est passé quelque chose dans un petit hameau à côté d'Hercé. On verra comment ils ont refusé les inventaires à cette époque-là. Et enfin, on terminera par, par l'émigration, c'est-à-dire que ces montreurs d'ours ont été suivis par, ensuite, après les guerres et tout ça, ont été suivis par des compatriotes de leur vallée. Et beaucoup se sont installés d'ailleurs à New York, et il y en a encore d'ailleurs. Et on finira par l'ours en peluche, qui est le lien symbolique entre l'homme et l'ours encore de l'OTAN. Voilà. Donc on commence par l'ours. L'ours, c'est un animal très, très puissant, très imposant et très fascinant. C'est un animal qui peut peser jusqu'à 350 kg, peut-être plus des fois. Alors je parle de l'ours brun des Pyrénées là. Il mesure 2 mètres de haut quand il se dresse sur ses pattes postérieures. C'est un animal qui est doté d'un sens olfactif et auditif très prononcé. Il peut vous détecter par l'odeur à plus de 100 mètres. C'est pour ça que d'ailleurs il marche souvent contre le vent pour qu'on lui amène les odeurs. Et par contre, il a une vue très moyenne, quelques dizaines de mètres. L'ours est un plantigrade et digitigrade, à savoir qu'avec ses pattes antérieures, quand il pose les pattes antérieures, il pose d'abord les griffes et les doigts, au nombre de 5 d'ailleurs, et ensuite il pose à la plante du pied, et ces griffes sont non rétractibles. Et ensuite, avec les pattes postérieures, on le verra, il y a des traces dans la neige d'ours. Vous verrez que les pattes de devant, on distingue très bien les doigts. Et les pattes de derrière, il est plantigrade, c'est-à-dire qu'il plante directement la plante du pied. Et c'est la raison pour laquelle il peut se dresser en position debout. L'ours... c'est un animal qui est solitaire. Il vit dans les Pyrénées actuellement. Enfin, il y en a d'autres dans le monde, mais pour nous, en ce qui nous concerne, et concerne les montreurs d'ours, c'est un animal qui vit, on l'appelle l'ours brun. C'est un animal qui est solitaire. Il vit dans les Pyrénées entre 1200 et 1800 mètres. Sa longévité est de 30 ans à 40 ans quand il vit en liberté. Il arrive difficilement à 40 ans, mais en fait, sa longévité est quand même de 30 ans. C'est un animal donc qui vit seul sur un territoire et au moment du rut, c'est-à-dire au mois de mai et de juin, il va essayer de rencontrer une compagne. Alors pour ça, il est capable de le faire à 100 km dans la journée. L'amour n'a pas de distance. Donc il va donc chercher une compagne. Quand il l'aura trouvée, bon, eh bien, il restera quelques jours ou quelques semaines, 3 semaines maximum, avec elle. Puis ensuite, il reprendra sa vie de solitaire.
L'ours va mettre bas 2 à 3 oursons. Ces oursons, ils pèsent 350 grammes environ à la naissance. Ils sont dépourvus de poils et ils sont très vulnérables. Les premiers mois, ils sont très vulnérables. Les prédateurs, etc. Là, ils peuvent être malades. Donc, ils sont... mais ils vont vite grossir puisque au bout d'un an, ils pèsent environ 15 à 20 kilos. Et au bout de 3 ans, ils sont déjà à 50 kilos. Donc déjà, là, ils peuvent commencer à se défendre. L'ours est également un hibernant. Alors, on ne dit pas hibernant, on dit hivernant. Parce que c'est un animal qui va s'endormir, mais il n'a pas un sommeil profond comme peut l'avoir une marmotte qui tombe complètement en léthargie et ne se réveillera qu'au printemps. L'ours, lui, peut parfois, alors, il a effectivement les pulsations cardiaques qui baissent, la respiration également, et sa température aussi, mais ça ne l'empêche pas, s'il est dérangé, de se lever, de faire un tour devant sa tanière et puis de revenir se coucher. Donc, il hiverne plutôt qu'il hiberne. Avant d'hiverner, l'ours va se nourrir énormément à l'automne pour emmagasiner des graisses. Il va manger tout ce qui est autour sur son territoire. Ils sont dans un territoire souvent où il y a de quoi manger. Hein. Ils ne sont pas fous quand même. Hein. Donc ils repèrent ces territoires-là. Et donc à l'automne, ils se nourrissent plus que d'habitude. Et il va ensuite, après avoir bien mangé et emmagasiné les graisses, il va vider son intestin et il va jeûner 2 ou 3 jours. Et ensuite, il va fabriquer un bouchon rectal de méconium qu'il va garder toute l'hivernation. Ça lui permet de ne pas uriner, etc. Alors, c'est très physiologique. Je crois que l'urée lui permet de ne pas se déshydrater. Et ça intéresse beaucoup les scientifiques qui s'occupent des astronautes. Et ils sont en train d'étudier un peu le système de fonctionnement biologique de l'ours pour voir si ça ne pourrait pas être rapporté sur les astronautes. Donc, il va donc s'endormir jusqu'au printemps. Et au printemps, le 2 février, au champ de l'ours, chandeleur, il sort de la tanière et il émet un gros pet. Il expulse ce bouchon rectal. La légende dit qu'il expulse son ventre les esprits des morts. Alors, il ne sort pas toujours le 2 février, mais ce qui est sûr, c'est qu'il expulse ce bouchon, mais il peut sortir au mois de mars, ça dépend du temps. On dit aussi, il y a un dicton qui dit que lorsque l'ours sort de sa tanière, s'il fait très beau et très froid, et qu'il voit son ombre, il revient dans sa tanière 40 jours de plus. Il y a des dictons un peu chez nous qui disent un peu la même chose, mais pas sur l'ours. Voilà. Donc, l'ours est un omnivore aussi. C'est un omnivore, il est à 80% végétarien et il est à 20% carnassier. Il mange beaucoup de baies, de fruits, des racines, des champignons, des insectes, des fourmis et des papillons. Il mange des champignons. Donc si vous allez aux champignons, méfiez-vous de ne pas rencontrer un ours. Et également, malheureusement, il s'attaque à des troupeaux, particulièrement des troupeaux d'ovins, et un peu plus rarement aux bovins et aux chevaux. Voilà donc la présentation de cet ours. Je vous passe quelques photos qui le concernent. Donc, voilà. Donc là, on voit la puissance effectivement de l'ours et la bosse qu'il a dans son dos. En fait, c'est sûrement une bosse de graisse.
Voilà une ours avec ses petits. Voilà encore un ours. Voilà des traces d'ours, patte avant, vous voyez très bien les doigts, et patte arrière, on voit rien, sauf qu'il a posé la plante du pied. Patte arrière. Voilà. Nos ours. Alors l'ours c'est un nocturne ou un crépusculaire. C'est-à-dire qu'il agit dans la journée, mais il agit davantage la nuit et la nuit au crépuscule, ou le soir tard. Alors l'ours, on voit les oursons grimper aux arbres, c'est un animal qui c'est difficile de lui échapper. Il sait grimper aux arbres, il sait nager et il sait courir. Il court à environ, il peut atteindre 50 km à l'heure, il peut grimper aux arbres et il sait nager. Donc, à la course, vous ne le savez pas. Après, je ne sais pas comment il nage, mais voilà un petit ourson qui doit avoir à peu près 2 ans ou 3 ans. Voilà. On passe donc au temps ancien, à la préhistoire. Il y a un proverbe sibérien qui dit que l'ours n'est qu'un homme qui s'habille pour descendre la montagne. Donc, ça veut dire que l'ours, on rentre là dans l'anthropomorphisme de l'ours. À savoir qu'on a beaucoup comparé l'ours à l'homme, on dit même que c'est le double de l'homme, parce que, bon, il se tient debout, il est omnivore comme lui, il se sert de ses pattes avant comme l'homme se sert de ses bras, il a une vie sexuelle attirée, on dit les légendes, par les jeunes filles. D'ailleurs, il y a des contes comme Jeanne de l'ours qui racontent cette histoire d'une femme enlevée par un ours. Bon, donc il y a tout ça, il a été considéré pendant longtemps comme le roi des animaux. Il fait également, cet ours fait l'objet de cultes et de rites, de cérémonies païennes. On verra que ça a beaucoup dérangé l'Église catholique au Moyen-Âge. Donc cet ours faisait l'objet de beaucoup de rites. Alors les Germains, par exemple, en avaient fait leur animal totem. C'était un animal totem pour eux. Les Germains également avaient des amulettes avec des dents d'ours et également des griffes d'ours. Les Inuits pensaient que les ours enlevaient leur fourrure et se transformaient en homme. Les Amérindiens et les Sibériens pensaient que les chamans, qui avaient le pouvoir de rentrer en contact avec les esprits, pensaient que effectivement les ours, les hommes, les chamans, se transformaient également en ours. Les rois du Danemark s'inventaient des lignées mi-ours, mi-homme pour prouver leur puissance. Pendant l'Antiquité, chez les Grecs, on expliquait la présence de la grande ours et la petite ours dans le ciel par l'intervention de Zeus. Zeus serait un jour tombé très amoureux d'une princesse, la fille du roi d'Arcadie. Il serait tombé amoureux de cette princesse, et quand il serait parti, Callisto, elle s'appelait Callisto, alors Callisto aurait mis au monde un enfant qui se serait appelé Arcas, mais Héras, la femme de Zeus, très furieuse de cette aventure, va transformer Callisto en ours. Et quelques années plus tard, Arcas, qui avait grandi, était dans une forêt et se trouve en face d'une ours, qui était sa mère, mais lui ne le savait pas. Et donc il s'apprête à lui décrocher une flèche, quand Zeus, qui voyait tout évidemment, va intervenir et transformer Arcas en ours. Et il est pris par la queue, il les fit tournoyer, et il les envoya dans le ciel. Et depuis, vous avez la grande ours
et la petite ours qui tourne indéfiniment autour de l'étoile polaire. Les liens symboliques qui unissent l'homme et l'ours pourraient également dater de la préhistoire. Dans la grotte du Régourdou, en Périgord, on a trouvé une sépulture d'hommes, de néandertaliens, séparés d'un squelette d'ours par une paroi rocheuse. Alors, est-ce que les collègues de ce néandertalien qui était enterré pensaient que l'ours, vous savez, est un animal qui meurt au printemps et qui meurt à l'automne, pardon, et qui ressuscite au printemps. Alors, est-ce que les néandertaliens, en mettant un ours à côté d'un homme, pensaient que cet homme-là allait ressusciter au printemps? Qui sait? Bon, ça reste un mystère. Dans la grotte Chauvet, on a trouvé, outre beaucoup de peintures pariétales, on a trouvé également dans une salle un crâne d'ours posé sur un rocher et entouré par un demi-cercle d'autres crânes d'ours. Et après, on a trouvé dans une autre grotte, la grotte de Montespan, on a trouvé une statue assez importante, d'1 mètre de hauteur, d'un ours acéphale, sans tête, avec un crâne d'ours entre les pattes. Alors, certains préhistoriens, à partir de là, ont dit qu'il pourrait y avoir un culte de l'ours à la préhistoire. C'est un débat entre eux, là, qui est passionné et assez violent entre les préhistoriens. Actuellement, les pessimistes sont quand même plus nombreux que les autres. Ce qu'on peut dire, c'est que, quoi qu'il en soit, si un culte de l'ours était disons, vérifié et prouvé à la préhistoire, ça voudrait dire que, effectivement, l'ours a été le premier dieu vénéré par les hommes. Donc, je termine ce passage sur la préhistoire en disant que les reproductions d'ours dans les grottes ne sont pas très nombreuses. Le préhistorien Marc Azéma en a comptabilisé 52, à savoir, et encore qu'elles sont mal réparties, parce qu'il y en a déjà 15 dans la grotte Chauvet, et il y en a 7 dans la grotte des Combarelles. Donc, vous voyez, déjà, il ne reste plus beaucoup pour les autres. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les peintures pariétales d'ours ne représentent en fait que 2% du bestiaire dans toutes les grottes de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc, je vous présente un peu des images de ce que je viens de dire. Alors là, on est un peu dans l'anthropomorphisme, à savoir qu'on a l'impression des fois que l'ours a des comportements d'homme. Vous voyez, là, on a une photo de famille. Hein, on a tout à fait ça. Regardez, on va montrer ça au coin au détour de Tournade. Vous dites, bonjour monsieur, vous avez un joli enfant. L'anthropomorphisme aussi, c'était les représentations, toutes ces représentations qui existent. L'ours, la famille ours en train de déjeuner, la famille ours à l'école. Donc il y a eu beaucoup de dessins là-dessus. Voilà, ça c'est une peinture sur paroi, une peinture pariétale d'un ours. Comme disait Michel l'autre jour, les peintres modernes n'ont rien à envier aux autres. Voilà une peinture qui a été... Alors la goutte, j'ai voulu faire... peut-être l'écrire en anglais. Mais ça prend un eau, je veux dire. Donc là, vous avez une empreinte d'ours dans une grotte. Là, c'est un dessin sur un galet. C'est un galet, un dessin de galet à la grotte de Massa. Ici, c'est
Alors à gauche, là, vous avez le croquis, et à droite, vous avez le schiste sur lequel c'est dessiné. C'est dans la grotte de Péchalet. Là, vous avez une côte d'animal gravée. Là, nous avons l'histoire. Vous voyez à gauche, vous voyez un ours complet. Voilà la grotte du Régourdou, dont je vous ai parlé, avec la sépulture d'ours et le placement de sépulture humaine. La grotte Chauvet, on ne voit pas, parce qu'ils sont un peu plus loin. Le demi-cercle, il est fait le demi-cercle de crâne d'ours qui entoure ce rocher est un peu plus loin. Voilà la grotte de Montespan avec la statue de l'ours acéphale. Voilà le crâne de la grotte Chauvet. Et là, nous sommes au Mas d'Asile. Voilà, et là, nous allons voir notre ours et le Moyen-Âge. Alors, jusqu'à la fin, je disais, jusqu'au début du XIIe siècle environ, l'ours a été considéré comme le roi des animaux. C'était le héros des légendes issues des vieilles mythologies germaniques. Il était vénéré, il faisait l'objet de cultes païens, et l'Église ne pouvait pas trop tolérer en fait cet animal qui se posait en rival du Christ. Donc elle va tout faire pour le désacraliser. Donc notre ours, l'Église au Moyen-Âge, son pouvoir est très puissant, le pouvoir de l'Église au Moyen-Âge. Et les autorités religieuses n'hésitent pas à faire utiliser la force pour christianiser ou évangéliser les peuples païens. Donc, il faut se rappeler qu'en 8e siècle, Charlemagne, quand il va conquérir la Germanie, va s'affronter avec les peuples saxons, et en affrontant ces peuples, il va se rendre compte que ces peuples avaient des cultes païens, le culte des sources, le culte des arbres, et surtout le culte des ours. Et donc, Charlemagne, au nom de Dieu, va s'employer à éradiquer tous ces symboles païens, et notamment l'ours. Et dans les forêts de Thuringe et de Saxe, il va y avoir un véritable massacre des ours. Ces ours, d'autres conquérants également prendront l'exemple de Charlemagne à ce moment-là. Mais ça ne suffisait pas à l'Église d'éradiquer l'ours. Il fallait ôter l'ours de l'imaginaire des hommes. Et c'est pour ça que l'Église catholique, à ce moment-là, va diaboliser l'ours. Les théologiens vont s'appuyer sur les textes de Pline l'Ancien et de Saint Augustin. Saint Augustin, d'ailleurs, disait dans ce discours à Isaïe que le diable, c'était l'ours. Et donc, on va désacraliser cet ours à travers, en le comparant au diable. Il y a même des images du Moyen-Âge qui représentent le diable avec une fourrure d'ours, des oreilles d'ours et des pattes d'ours, et entouré de femmes pour montrer que c'était la luxure. Donc on va également le charger de 5 péchés capitaux sur 7. La goinfrerie, l'envie, la paresse, la colère et la luxure. Donc il est chargé de péché. On va commencer donc à le faire tomber de son trône. Ensuite, la géographie, c'est-à-dire le récit de la vie des saints, va montrer de nombreux exemples de saints ayant à domestiquer un ours et lui faisant porter ses bagages, etc. Donc on le ridiculise, on l'abaisse, et bientôt l'Église va remplacer
l'ours par le lion. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour lui au Moyen-Âge. De l'ours, il ne subsiste que quelques scènes folkloriques dans quelques vallées des Pyrénées-Orientales ou du Pays Basque. Mais ce qui reste énormément, c'est le lien symbolique qui existe au XXe siècle, c'est effectivement l'ours en peluche, c'est le lien qui unit encore le plus l'homme à l'ours. Donc là, je vous passe à nouveau quelques images sur le Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, il y avait des jongleurs, des paladins, je vais vous le dire tout à l'heure, qui se promenaient avec des ours. Et souvent, on les amenait. Voilà le diable transformé en ours. Voilà, souvent, les récits de Seigne, comme je vous disais tout à l'heure, montraient des Seignes en train d'avoir domestiqué des ours. On sait par exemple que Saint-Gall a utilisé un ours comme manœuvre pour construire son abbaye, l'abbaye de Saint-Gall. Voilà, maintenant, nous passons un peu aux montreurs d'ours. Alors, on passera à l'origine des montreurs d'ours. Depuis des siècles, les gitanes, les tziganes, plutôt les tziganes, sillonnent les routes de l'Europe et également même le monde entier. Et ils ont sillonné les vallées pyrénéennes pour se rendre en Espagne. Et donc, des gens dans les vallées ont vu ces tziganes passer avec leurs ours en train de faire des représentations. Il y a également des artistes qui ont reproduit sur des enluminures ou sur des gravures des jongleurs ou des paladins accompagnés de montreurs d'ours allant de château en château ou de fête en fête. Donc les montagnards ont déjà vu un peu ont vu des ours, etc. Et il a commencé peut-être à germer dans l'esprit de quelques-uns que peut-être ils pourraient eux aussi, puisqu'ils ont les ours à côté, devenir des montreurs d'ours. J'ai perdu un peu le fil, mais je vais le retrouver. Oui, alors il faut rappeler que à cette époque-là, l'Ariège, c'est-à-dire le département où on va trouver ces montreurs d'ours, est un pays excessivement pauvre et surpeuplé. Et c'est au début du XIXe siècle, en 1754, l'Ariège connaît une effroyable misère, et ce qui va être en plus suivi par de nombreuses années de disette. La première disette a lieu de 1812 à 1817, la deuxième a lieu de 1837 à 1845, et la dernière disette a lieu de 1846 à 1852. Donc le pays sort complètement exsangue de ces événements, et beaucoup de montagnards vont être réduits à la mendicité, d'autres vont s'exiler dans les îles en Guadeloupe, en Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Martinique, et d'autres vont se louer comme saisonniers pour gagner un peu plus d'argent. Ils vont se louer saisonniers en Espagne ou dans le sud de la France. Donc pour résumer un peu l'origine, des ours dans la montagne qui s'attaquent à leurs troupeaux et à leur culture, des propriétés parcelées et de pas très grandes, des emprunts, des dettes, peu de perspectives de gain. Tout cela, toutes ces circonstances vont faire qu'à un moment donné, les montagnards vont se dire, bon, eh bien, on pourrait, nous aussi, devenir des montreurs d'ours pour s'arrondir, avoir un peu plus de gain et sortir de cette misère. Alors, qui est ce montreur d'ours?
Alors ce montreur d'ours, c'est un montagnard robuste, chez nous on dirait costaud, fort, de taille moyenne. Il est peu instruit et il est quand même adaptable à toutes les situations. Mais quand je dis peu instruit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. La preuve, ce qu'ils ont fait, il faut quand même une intelligence, une certaine intelligence, et même je dirais une intelligence certaine pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Bon, ces montreurs d'ours sont originaires de la vallée du Carbet, et enfin de la Haute-Ariège, du Haut-Coussera, et plus précisément des vallées de l'Alette et des vallées de Hercé, qui est la vallée du Garbet. Ceux qui connaissent la région, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est deux vallées parallèles qui sont séparées par une petite chaîne de montagne où le point culminant s'appelle le Picou. Et les montreurs d'ours sont originaires uniquement de ces deux vallées. Il n'y en a pas eu d'autres dans les Pyrénées ou ailleurs. Ce qui veut dire que ces deux vallées, elles ont à peu près 15 km de long chacune. Vous voyez que le phénomène était bien localisé. Donc, nos montreurs d'ours sont originaires de ces vallées. Dans chaque famille, il y avait un à deux montreurs d'ours dans chaque famille. On dit qu'en 1880, il y en avait 200 dans les vallées, et en 1890, il y en avait 50 uniquement dans le petit village d'Hercé. Bon, pour être montreur d'ours, c'est pas un métier facile, hein. Il fallait de l'audace, du courage et un sens de l'aventure très développé. Les gens qui partaient, les montagnards qui partaient, étaient des jeunes gens. Le plus jeune a été recensé à Hercé à l'âge de 16 ans, mais la moyenne d'âge tournait autour de 25 ans. Voilà donc pour les origines qui étaient ce montreur d'ours. Ces montreurs d'ours étaient habillés d'une certaine façon, ils portaient un large béret, ce béret était pointé vers l'avant ou sur le côté. Ils portaient aussi une chemise de flanelle et sans col ou avec col. Par-dessus, ils revêtaient un gilet à plusieurs poches. Dans ces poches, on y trouvait le canif, la montre, etc. Et ils avaient des pantalons en drap très résistants, parce que souvent ils couchaient dehors et ils faisaient des kilomètres avec. Donc c'était souvent des pantalons en coutil rayé ou en velours. Au pied, ils portaient des sabots, les premiers ont porté des sabots. Et ensuite, les suivants ont porté des brodequins cloutés, et les derniers portaient des bottes en cuir à lacets. Voilà donc notre montreur d'ours sur les routes. Ah, j'avais oublié, oui, j'ai oublié, puisque je le vois là. Quand je vous ai parlé d'origine, il y a une légende que je vais vous dire sur l'origine des ours. Il y a une légende qui rappelle l'origine des ours. C'est un jour, l'évêque de Tours, qui s'appelait Saint-Martin, rend visite à Saint-Vallier, un évêque de Saint-Dizier. Et il est tellement bien reçu, qu'il est tellement heureux de cette réception, qu'avant de partir, il fait cadeau de son âne à son collègue le Saint-Vallier. Et son âne s'appelait aussi Martin. Donc, quelque temps après, Saint-Vallier part en évangélisation dans la vallée du Stou, et il avait pris du retard, il est obligé de coucher à la Belle Étoile. Et donc, là, la surprise, c'est le lendemain matin, il trouve son âne en train d'être dévoré par un ours. Et l'évêque va s'approcher de l'ours avec son bâton, il va l'amadouer, et il va lui dire « Martin, tu as mangé, Martin, tu sauras ». Et là-dessus, il charge donc l'ours de ses bagages,
et il reprend le chemin vers Usto, où là, une foule stupéfaite voit arriver un évêque tenant un ours par une laisse, et qui de plus est, cet évêque va se permettre de faire quelques tours à cet ours, et les montagnards, voyant ça, se disent, bon, si l'évêque est arrivé à faire ça, à amadouer un ours, lui qui ne va pas dans les chars, rien du tout, nous on est capable de le faire. Et donc, c'est à partir de là que les montagnards seraient devenus aussi montreurs d'ours. Voilà. Donc je vous montre quelques... Là, il s'agit des tziganes. Alors là, c'est des reproductions du Moyen-Âge qui montrent bon, que l'ours, quand il a été désacralisé, là, on a toujours affaire à des tziganes. Les tziganes portaient beaucoup le chapeau, contrairement aux... Voilà aussi la géographie, hein, c'est-à-dire que les récits des saints qui ont amadoué, on disait qu'ils avaient amadoué les ours. Alors voilà, le montrond d'ours, on le voit très bien, vous voyez. Bon, là, alors, faut que je revienne un peu derrière, je ne maîtrise pas trop le... Alors, voilà les valets, le montreur d'os, vous le voyez avec ce gilet. Alors, ils avaient aussi une pelisse qui leur servait d'imperméable ou de veste, et ils avaient aussi une besace à cuir dans laquelle ils mettaient le nécessaire pour faire travailler l'ours, et également une couverture, parce que la couverture, c'était quand même très, très important, parce qu'ils passaient davantage... de nuit à la Belle Étoile que dans des suites à l'hôtel. Alors voilà donc où se passe. Vous voyez ici Saint-Giron, vous prenez pas la route de Castillon, vous prenez la route d'Oust, et là il y a deux vallées qui se séparent, la vallée qui va vers Aulus-les-Bains et la vallée qui va vers Ustou. Donc c'est dans ces deux petites vallées, à partir d'Oust, pas à partir de Saint-Giron, mais à partir d'Oust, vous voyez, c'est pas deux grandes vallées, mais on va y trouver un certain nombre de montreurs d'ours. Voilà, alors à partir de Oust, ici, la vallée des montreurs d'ours commence au pont de la Tôle, là, vers le trait du Stou, et s'arrête au col de la Trappe. Le col de la Trappe, à cette époque-là, n'existait pas. Il a été créé vers les années 1950. Et la deuxième vallée part de Oust, vous voyez, passe par Hercé et va à Aulus-les-Bains. Et ici, vous voyez un point qui s'appelle Cominac, et dont on reparlera tout à l'heure, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, où il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Voilà le village d'Hercé, qui est la capitale des montreurs d'ours. On appelle Hercé la capitale des montreurs d'ours. Voilà alors un ancien montreur d'ours. Vous voyez, lui, par contre, il a le béret pointé vers l'arrière, il porte le gilet dont je vous parlais, la chemise, le pantalon, je ne sais pas s'il est rayé ou pas, ou il est en velours, et les premiers portaient des sabots. Alors les premiers montreurs d'ours ont été les montreurs d'ours de la vallée de l'Allée. Parce que la vallée de l'Allée et la vallée du Garbet, ça n'a pas commencé au même moment. Il y a d'abord eu les montreurs d'ours dans la vallée de l'Allée, et ensuite, vers 1860, c'est les montreurs d'ours de la vallée du Garbet ont pris la suite. Alors là, vous voyez le pantalon rayé, le coutil rayé, la ceinture en flanelle, le gilet, et le bâton de Cornouillet, qui était ferré. C'était un bâton ferré.
Bon, imaginez un peu nos montreurs d'ours attifés comme ils sont, entre guillemets, débarquant à New York. Puisqu'ils vont débarquer à New York, certains. Vous voyez un peu, les New-Yorkais, ils ont dû se demander ce qui leur arrivait. Voilà, le béret, toujours, un grave béret. Bien, là maintenant, nous allons parler donc de la capture et de l'élevage de l'ours. Alors, en 1840, il était assez facile de capturer des ours, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Je ne sais pas si le nombre est exact, mais on disait que dans les Pyrénées, il y avait 600 à 700 ours à cette époque-là. Et particulièrement dans l'Ariège, il y avait beaucoup d'ours dans cette vallée, notamment au cirque de Gagateille. Pour ceux qui connaissent l'Ariège, il y a un cirque qui est magnifique. Je vous conseille d'aller faire un pique-nique. C'est le cirque de Gagateille, et là, il y avait beaucoup d'ours. Donc, jusqu'en 1870, il était possible de se procurer des ours, mais à partir de cette époque-là, ça va devenir de plus en plus difficile. Et à partir de 1880, les montreurs d'ours vont... alors à cause de la chasse, d'une part, parce qu'un ours, il y avait des primes pour tuer les ours à cette époque. Un ourson, c'était 10 francs. Un ours, c'était 20 francs. Et une ours, c'était 30 francs. Donc, en plus, celui qui avait tué un ours, il pouvait se balader de village à village, et là aussi, il ramassait de l'argent, parce qu'on avait supprimé une bête nuisible. Donc, à partir de 1880, vu le nombre d'ours qui avait diminué, on va donc faire venir des ours des pays de l'Est, du Caucase, ou du Caucase en principe. On les embarquait au port d'Odessa, et le montreur d'ours les récupérait à Marseille. Et là, en 4 ou 5 jours, ils vont remonter dans sa vallée. Alors, le montreur d'ours, quand un ours arrivait dans la maison, c'était une promesse de gain. Au début, en 1840, il ne le savait pas trop, parce que personne n'était parti, mais vers les années 1860, avec ceux qui revenaient, qui expliquaient ce qu'ils avaient gagné et tout, donc accueillir un ours dans la famille, c'était une promesse de gain, et de sortir de la misère dans laquelle ils étaient. Donc l'ours était choyé, l'ourson était choyé, on allait le faire dormir dans la pièce principale où il y avait la cheminée, on le mettait sur des sacs. La première des choses qu'on allait lui faire, c'est lui couper les griffes, et ensuite on lui donnait un nom, on l'appelait Batistou, Janotte, le Moussure, et le plus souvent Martin. Bon, donc cet ours commençait, on l'élevait au biberon, on lui donnait, puis ensuite on le sevrait, et après on lui donnait des bouillies à base de châtaignes, de pommes de terre, de pain trempé dans l'eau, etc. Donc notre ours commençait à grandir, à bien peser, et il était temps de le dresser. Mais avant de le dresser, il fallait qu'il passe par une opération qu'on appelait la ferrade. Elle se déroulait vers Pentecôte. Là, on faisait venir les oursons qui devaient être entre guillemets ferrés. On les attachait à un pommier, debout, en position debout. On les garrottait, on leur tirait le museau vers le haut, et on appelait un forgeron. Il valait mieux que ça soit le plus habile possible, parce que s'il n'était pas très bon, nous allons vers des scènes de barbarie. Et là, le forgeron, avec un fer rouge, traversait le museau de l'ours. Aussitôt après, il lui passait un fer incliné qu'il serrait pour faire un anneau, et au bout de cet anneau, eh bien, on mettait le chêne, et notre ours était prêt pour le dressage. Donc, alors là, il y a eu des scènes, des fois, où des ours sont devenus fous quand même.
Et c'était quand même pas très agréable c'était pas très agréable. Une fois que notre ours était ferré, on passait au dressage. Donc le dressage consistait à lui apprendre des tours. Effectivement, c'était assez facile pour lui apprendre à se lever, à se baisser ou à faire une culbute. Il suffisait de tirer sur la chaîne. Donc, comme elle était reliée au museau, il avait vite compris qu'il fallait se lever. Quand il fallait se baisser, c'était la même chose. Quand il fallait tourner, on lui faisait faire quelques tours. Mais en fait, après, on lui enseignait des tours beaucoup plus importants, comme par exemple imiter le berger avec le bâton. On lui demandait aussi de faire des cabrioles, de danser au son du tambourin. Il y en a même qui ont appris à faire du vélo, etc. etc. Donc, nos ours étaient dressés et bientôt notre montreur d'ours pouvait partir sur les routes et à l'aventure. Donc, je vous passe encore quelques photos. Alors là, nous voyons les chasseurs. Les chasseurs, comme je vous disais, on pense qu'entre 1650 et 1900, rien que dans l'Ariège, il a été tué 400 ours. Alors je vous ai donné le prix, vous l'avez affiché là. Voilà, une belle bête. Alors il y avait des chasseurs qui étaient très très renommés. Des chasseurs qui ont fait des cartons terribles d'ours, ils étaient très très renommés. Donc voilà. Alors on exposait ces ours dans les villages et on venait le voir parce qu'il y en a qui n'avaient peut-être jamais vu aussi, des ours, même s'il y en avait beaucoup. Donc on venait les contempler, on donnait de la nourriture à celui qui l'avait tué, on lui donnait aussi de l'argent. Ce qui fait que chasseur d'ours, ça rapportait déjà pas mal. Non? Alors, je vous ai parlé des ours qu'on allait chercher dans les pays de l'Est. Voilà à peu près le prix qu'on devait payer pour ces ours qui revenaient du Caucase et qu'on embarquait à Odessa et qui arrivaient à Marseille. On payait 12 200 francs en 1868. En 1875, un ourson, il valait de 600 à 1000 francs. Un ours dressé, en 1870, valait 1700 francs. En 1890, les oursons valaient 770. En 89, 300. En 97, 600. En 1904, une femelle bile. Et je vois en 1914, bon, en 1914, il n'y avait plus beaucoup de montreurs d'ours. Il devait y en avoir 2 ou 3 peut-être, mais ils avaient pratiquement tous disparu. Alors, comment ils ont disparu? Ils ont disparu surtout à cause de l'industrialisation à cette époque. Les villes commençaient à s'industrialiser. Dans l'Ariège, il y avait des mines, il y avait des forges, donc il y avait du travail. Hein. Donc, ensuite, ça a disparu aussi par le manque d'ours. Et puis voilà, donc petit à petit, et puis surtout ça a disparu aussi parce qu'il y a des montreurs d'ours qui dans les années 1880 se sont aperçus que 1890, il y en avait déjà quelques-uns qui étaient partis en Amérique du Nord, notamment à New York. C'était ceux du Garbet qui allaient surtout à New York, et ils se sont aperçus qu'effectivement en travaillant en Amérique, en étant plongeur ou serveur ou dans un restaurant, il gagnait autant d'argent que d'être montreur d'ours. Donc ils ont vendu les ours dans des musées ou dans des zoos et ils correspondaient avec leurs parents dans l'Ariège. Effectivement, les montreurs d'ours se sont éteints un peu aussi comme ça, parce que les gens, sachant qu'en Amérique, on vivait bien même sans montrer des ours, ils sont partis en émigration à New York et ailleurs.
Bon, on va voir maintenant. Voilà, pour l'élevage, vous voyez, un ours, un petit ourson qui va être dressé et qui passera à la ferrade. Alors là, c'est l'image de l'habitant de Versay, qui a tourné, Patrice, il s'appelle Patrice, bon, ma femme et moi, on le connaît très bien d'ailleurs, il s'appelle Patrice Icard, et il a tourné dans le film de Jean Fléché. Alors, c'est un film qui est assez ancien maintenant, qui avait été passé à l'époque à la Maison des Jeunes de la Culture de Verdun, en avant-première. On l'avait passé, on l'avait fait venir Jean Fléché à l'époque, et on l'avait fait passer à la maison. Au cinéma avant c'était le cinéma du curé. Voilà, on l'avait passé dans cette salle. Et Patrice Icard était venu, ainsi que Jean Fléché et Michel Pujol. Donc, vous pouvez quand même trouver ce film qui est très intéressant, qui vous rappellera un peu tout ce que je vous dis là. On peut se le procurer en CD sur Internet, vous pouvez le commander. Je vous le recommande parce que si ce que je suis en train de vous raconter vous intéresse, le film sera très très bien. Voilà, un ours, on lui apprenait, vous voyez, dans les dressés, à mettre le chapeau sur la tête, à dire bonjour, à faire la quête. Ah, il y a quelque chose, une anecdote que j'ai oubliée, quand on dressait les ours aussi, alors ça c'était pas tellement marrant, parce que on les dressait à des combats contre les chiens, ça c'était pas très très marrant, mais on les dressait également à des combats contre l'homme, mais c'était des combats truqués. Il y avait un dresseur d'ours qui s'appelait Jean Ité avec son frère, tous les deux. Ils avaient un spectacle, ils fermaient un espace avec des draps, et à l'intérieur de cet espace, le public rentrait, et le montreur d'ours demandait au public qui c'est qui voulait essayer de faire tomber l'ours. Et effectivement, c'était toujours le plus grand et le plus costaud qui était dans le public qui venait, et pour essayer de faire tomber l'ours. Mais il n'y arrivait jamais. Alors, il y avait des paris qui s'engageaient. Et comme il n'y arrivait jamais, à un moment donné, l'ours le filait par terre, et le monteur d'ours empochait les gains. Donc, mais il y avait une autre façon de procéder, c'est qu'après que cet homme soit tombé par terre, il y avait un gringalet qui arrivait. En général, c'était l'acolyte du monteur d'ours, un gars qui devait peser 65 kilos, et qui disait que lui, il allait faire tomber l'ours. Et donc, tout le monde riait, et tout le monde pariait sur l'ours, évidemment. Et au bout de 4 ou 5 minutes de combat, entre cet homme et l'ours, on savait que quand il appuyait quelque part sur l'ours, ça voulait dire que l'ours savait qu'il devait tomber. Et donc, à ce moment-là, l'ours tombait, et une nouvelle fois, le montreur d'ours empochait les gains. Voilà, donc, des aventures que nos montreurs. Alors là, il y en a peut-être qui reconnaissent Saint-Giron, là où il y a les arcades, dans une rue. Ouais, vous voyez la hauteur de l'ours. Là, il s'agit sûrement de. On dit que c'est des montreurs d'ours, mais c'est sûrement des bohémiens. Alors, sitôt qu'ils arrivaient sur une place publique, le montreur d'ours donnait un peu de clairon, le public arrivait, vous voyez, il y avait quand même du monde, et le spectacle commençait. Ça, c'est sûrement à Luchon. Ça, c'est le parc d'Aulus-les-Bains. Voilà. Bon, alors maintenant, notre monteur d'ours, vous avez fait connaissance avec lui, il a son ours, et donc il va partir. Donc la fonte des neiges s'annonce, les travaux qui devaient être faits à la grange ou à la maison sont terminés, notre monteur d'ours s'en va.
il va quitter son foyer. Alors, quand il partait, s'il partait en France ou dans le sud de la France, il partait pour environ 7 mois. S'il partait à l'étranger, il partait pour 2 ans ou 3 ans. Hein. Donc, mais en général, c'est très rare ceux qui partaient seuls. En général, ils partaient à deux. Et soit c'était le père et le fils, soit les deux frères, l'aîné et le cadet, soit ça pouvait être deux amis. Alors, vers 1840, déjà les montreurs d'ours quittaient la vallée de l'Allier autour de Pâques, aux environs de Pâques. Pendant très longtemps, donc, les départs des montreurs d'ours s'échelonnaient sur 2 mois environ. Donc, certains préféraient partir dans la deuxième quinzaine de février, d'autres partaient après Pâques, après avoir reçu la bénédiction pascale du prêtre du village, et ils s'en allaient à l'aventure. Pendant pratiquement un siècle, les départs ont eu lieu pratiquement à la même époque. Les montreurs d'ours, les ossaliers, ne suivaient pas les routes principales, parce que sur les routes principales, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'attelages avec des mules, des chevaux, ou même des bœufs ou des vaches, et donc l'ours effrayait ses bêtes, et ça pouvait occasionner des accidents très, très terribles. Donc ils suivaient des chemins de traverse. Souvent, ils suivaient des bords de champs. On dit même que quand ils trouvaient peut-être un verger, le paysan donnait quelques pommes à manger à l'ours, et pour le remercier, le montreur d'ours faisait monter l'ours sur le pommier, faisait secouer le pommier, les pommes tombaient, et le paysan avait fait sa récolte. Bon, ça c'était des anecdotes, mais je pense que ça peut être vrai. Bien. Donc, à partir de 1870, les montreurs d'ours vont suivre les tracés de chemin de fer. Le chemin de fer est en construction, ou même terminé dans beaucoup d'endroits, et donc nos montreurs d'ours vont suivre les chemins de fer. Bon, c'était beaucoup plus facile, parce que là, ils n'allaient pas rencontrer des bêtes qui tiraient les attelages. Et ensuite, mais parfois, ils allaient soudoyer un peu l'employé de la CNCF, et ils pouvaient prendre un wagon de marchandises, et ça leur faisait beaucoup gagner de temps. Donc, voilà. Alors, en général, quand ils se déplaçaient, ils se déplaçaient sur des chemins de traverse. Après, ça a été avec le train. Et quand ils arrivaient dans une ville, ils trouvaient une place publique. Et là, ils donnaient un coup de clairon, les gens arrivaient et ils faisaient leur représentation. Donc, après avoir fait cette représentation, quand même, il fallait aller se reposer et dormir. Et là, on ne trouvait pas tout le temps un hébergement. Donc, la plupart du temps, parfois, ils trouvaient un coin de hangar pour dormir. Parfois, alors là, c'était le grand luxe, ils trouvaient une grange avec de la paille. Et parfois, des auberges les acceptaient, mais c'était très rare, parce que les aubergistes voyaient arriver ces gens hirsutes, en plus avec une bête sauvage, et en général, ils ne les acceptaient pas. Donc, la plupart du temps, la vie était rude, ils couchaient avec l'étoile. Ces gens, alors je vous passe quelques d'autres vues. Voilà les départs. Les départs, à partir de 1870, je vais vous en parler, on prenait le bateau à Bordeaux ou au Havre. Vous voyez l'équipement là, de ce que je vous ai dit, le béret, le clairon pour appeler, le bâton de cornouiller. Les ours étaient tenus d'avoir une muselière en plus. Alors
là, on dit que c'est des bohémiens, mais c'était pas des bohémiens, c'était des... Alors là, ensuite, quand ils étaient partis, ils revenaient, ils étaient partis pour 7 mois, des fois pour 2 ans ou 3, et il y avait un retour au pays. Donc, quand l'automne approchait, que le vent se faisait un peu frisquer, nos montreurs d'ours commençaient à remonter vers les Pyrénées. Ils se rejoignaient à Saint-Giron, en général, par petits groupes, parce que, avant de regagner leur vallée et leur foyer, il était intéressant d'échanger leurs aventures, leurs itinéraires, les endroits qui rapportaient pas mal d'argent, les endroits où ils avaient été bien reçus. Donc ils avaient, dans leur mémoire, ils emmagasinaient tout un tas de renseignements qui leur seraient utiles pour partir la prochaine fois. Les de Saint-Giron, ensuite, ils remontaient vers la vallée. Des voituriers les avaient précédés et avaient annoncé dans les villages que les montreurs d'ours arrivaient. Et là, on les attendait avec impatience, d'abord parce qu'ils étaient partis longtemps, et ensuite parce qu'ils revenaient avec la bourse bien garnie. Un montreur d'ours, en 7 mois, pouvait se faire entre 3 000 et 4 000 francs. Pour vous donner une idée, un instituteur à cette époque-là gagnait 1 500 francs au plus haut de l'échelon, gagnait 1 500 francs par an. Un ouvrier agricole, pour 10 heures de travail, était payé 2 francs 50, et l'ours pouvait, lui, le montreur d'ours, pouvait gagner entre 17 et 20 francs par jour. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y a eu énormément de montreurs d'ours. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai peut-être oublié, il y avait 220 montreurs d'ours dans la vallée, et on en comptait 50, on en a compté 50 dans le village d'Hercé. Ça veut dire que dans le village d'Hercé, pratiquement, il y avait un montreur d'ours par famille. Oui. Donc, vu l'argent qu'il y a eu très très longtemps, donc des montreurs d'ours, ça a été un métier attrayant, mais quand même, n'importe qui n'aurait pas pu sûrement faire ce métier, surtout à notre époque. Vous envoyez des gens de 21 ans partir comme ça à pied, faire des kilomètres et des kilomètres, coucher tous les jours à la belle étoile, je ne sais pas si on aurait beaucoup de volontaires. Bien. Le montreur d'ours, alors, maintenant, alors, je vous passe d'autres photos. Alors, là, nous avons les principaux montreurs d'ours, avec les endroits où... Alors, ils n'y sont pas tous, parce que là, c'est simplement quelques-uns que j'ai pris sur des registres, mais il y en a, ils ne sont pas tous, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. On en comptait de ça, je vous dis. Alors, les montreurs d'ours sont partis... les premiers qui sont partis, ce sont ceux de la vallée d'Alet, de Hustou. Ils ne sont pas partis ensemble, la vallée du Valais, et ils ne sont pas partis en même temps, je veux dire. Ceux de la vallée de l'Alet sont partis pratiquement jusqu'en 1860. Et ils ont été reliés par ceux du Garbet, par ceux de Aulus et d'Hercé. Les premiers montreurs d'ours, effectivement, ils découvraient le métier, et c'était quand même pour eux, quand vous découvrez un métier, c'est pas simple. Tandis que ceux du Garbet, en 1860-1870, ils vont avoir tous les renseignements de ceux qui sont partis avant eux. Il y en a qui étaient partis de 1830 à 1860, ça fait 30 ans. Vous voyez, il y a d'énormes expériences et il y a une mémoire qui est présente et qui va servir les autres. Donc, si les montreurs d'ours de la vallée de l'Alais allaient surtout dans le sud de la France, en principe de Bordeaux à Marseille ou de Hendaye au Pertus, ils allaient également dans les pays frontaliers, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie, notamment à Barcelone et à Tarragone, en Italie à Rome. Ceux de la vallée du Garbet qui sont partis plus tard, vers 1870, ceux-là, ils vont s'enhardir à traverser les mers. Et nous allons avoir des montreurs d'ours qui vont partir de Bordeaux pour se rendre en Amérique du Sud.
et en Angleterre, et les autres partaient du Havre pour aller en Amérique du Nord et au Canada. Donc on va avoir des traces de monteurs d'ours jusqu'en Uruguay, à Montevideo. On aura des traces d'ours au Brésil, à Rio de Janeiro. On en rencontre en Amérique du Nord, principalement à New York, mais aussi à Philadelphie et à Boston. En Angleterre, on les trouve à Londres et à Cardiff. Et bon, en Italie, je l'ai dit, à Rome, en Espagne, à Tarragone et à Barcelone. Mais on va trouver des montreurs d'ours également en Australie. Et Rogal et Souquet, qui s'appelaient ces montreurs d'ours, vont se rendre en Australie, où là, ils vont faire s'isoler l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Il y en a un d'ailleurs qui va finir, je crois que c'est Rogal, qui va finir en Nouvelle-Zélande, et il a toujours des descendants qui s'appellent Rogal, qui sont en Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez que ces gens-là ont fait des périples très très intéressants. Il y en a même deux dont je ne me souviens pas le nom, qui étaient sur la route de Westminster, et au moment où le carrosse, je ne sais pas si on dit le carrosse, de la reine Victoria passait, et elle voit ses montreurs d'ours sur le bord de la route, et elle s'arrête un peu plus loin, et un de ses sbires vient demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils faisaient et tout, et la reine Victoria les a invités le lendemain pour faire une démonstration dans son palais. Alors je ne me rappelle plus le nom, mais ça, c'est véridique. Il y en a qui sont allés chez la reine Victoria, les montreurs d'ours. Bon, alors, voilà, donc, on voit... oui, il y a beaucoup de monteurs d'ours aussi, particulièrement, il y en a deux là, les deux dont je vous citais, qui étaient en Australie. Ces deux ont fini, à un moment donné, ils ont abandonné les ours pour rentrer dans des cirques. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, les monteurs d'ours qui sont allés dompteurs dans des cirques après. Et Rogal et Souquet sont allés travailler dans un grand cirque, qui s'appelait, je ne sais plus, les brosseurs quelque chose, un cirque très renommé en Australie. Et ce cirque, ils sont allés ensuite jusqu'à Singapour et à Hong Kong. Donc vous voyez, le métier de monteur d'ours, et à Hong Kong, Souquet est décédé à Hong Kong d'ailleurs, d'une crise cardiaque. Rogal, lui, il s'est marié avec une Australienne. Alors voilà un peu l'histoire de Cominac. Alors Cominac, c'est un petit village au-dessus d'Hercé, à 7 km. Mais ce village, il a eu un problème avec la religion. Il n'a pas d'église. Et à un moment donné, donc comment ça s'appelle, les paroissiens de ce village vont se réunir. Et ils vont décider de construire une église sur un terrain qui leur appartient. Donc le curé Mirouz, qui s'appelait Mirouz à l'époque, donc décide avec ses paroissiens de construire une église. Cette église est inaugurée par les autorités religieuses en 1869. Mais un peu après, il y a les lois anticléricales et de séparation de l'Église qui arrivent sous les gouvernements de Jules Ferry, Waldeck Rousseau et Émile Combes. On a donc ces lois qui arrivent de la séparation de l'Église et l'État, qui va faire, dans certains départements, ça va se passer très mal. Dans l'Ariège, ça se passait relativement bien. Mais à Cominac, les habitants de Cominac refusent cette séparation, refusent les inventaires. Donc, ils disent que l'église est construite sur un terrain qui leur appartient
c'est eux-mêmes qui ont construit cette église, et donc elle n'appartient ni à la commune, ni au département, ni à l'État. Et donc nos gens de Cominac vont s'opposer complètement à l'inventaire qui devait se faire. Alors, le curé Miros va recevoir en février 1905, reçoit une lettre de l'État comme quoi l'inventaire allait se faire en mars 1905. Donc ce curé affolé appelle ses ouailles, ses confrères curés autour, et il est décidé qu'on ne rentrera pas dans l'église faire l'inventaire. Et à partir de là, tout s'organise. Nos paroissiens, le jour de l'inventaire, mettent des guetteurs autour de Cominac, et quand on voit arriver les représentants de l'État, qui étaient un fonctionnaire des domaines de Foix, le maire adjoint d'Hercé et 2 gardes champêtres, les guetteurs se mettent à siffler que tout le monde est arrivé, le tocsin se met à sonner, et tous les gens arrivent autour de l'église et vont faire une allée pour... il y avait environ, d'ailleurs, 300 personnes, il y en a d'autres qui étaient restées dans l'église. Mais aux surprises, devant cette église, on va y trouver des montreurs d'ours avec les ours. Donc le fonctionnaire de Foix ne va pas insister longuement. Quand il va voir l'animosité des gens qui étaient devant l'église, plus la férocité des ours, ils vont remettre l'inventaire à plus tard. Donc on va écrire au ministre comment ça s'était passé. Les journaux de la région s'emparent de l'événement. Donc c'est quelque chose, Cominac, qui est connu, qui est très 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 connu. Donc l'inventaire se fera un jour à l'improviste. Nos fonctionnaires reviendront plus tard et l'inventaire sera fait à l'improviste. Voilà les montreurs d'ours. Alors, après les montreurs d'ours, il y a eu l'immigration. La première immigration vers les États d'Amérique a été les montreurs d'ours. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, les montreurs d'ours avaient vendu leurs ours, etc. Et s'étaient établis comme serveurs, comme je vous disais, ou comme dans la restauration. D'ailleurs, il y avait un hôtel, alors là aussi j'ai oublié le nom, où ne travaillaient que les Ariégeois, et quand quelqu'un se présentait, on lui disait t'es d'Hercé? Non, bon, tu ne travailleras pas. S'il était d'Hercé, il travaillait. Bon, on ne prenait que des gens de la vallée. Donc après, il y a eu, donc, après la Première Guerre, il y a eu cette immigration. Donc, il y avait des montreurs d'ours qui étaient implantés, qui ont fait venir leur famille. Si pendant la première émigration, donc, avec les montreurs d'ours, il n'y avait pas eu d'hommes, dans la deuxième émigration, il y aura beaucoup de femmes et d'hommes qui vont venir. Les hommes travaillaient dans la restauration, les femmes aussi d'ailleurs, mais certaines s'établissaient aussi comme couturières. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu déjà une deuxième émigration sur les États-Unis, à New York. On dit qu'il en manquait à peu près, à un moment donné, 3000 personnes, que cette émigration a fait plus de mal que la Première Guerre au niveau des tués. Et on disait qu'il y avait presque 3000 personnes qui se trouvaient à New York à ce moment-là. Et donc, certains ont monté des restaurants qui existent toujours. Là, vous avez le Rivage, qui est à New York, qui appartient à Delamiel. Le Delamiel qui est parti à gauche, là. Il est parti sûrement dans les années 50. Son fils a pris la succession. Là, c'est les Pyrénées. C'est un restaurant que nous connaissons bien avec Gabi, parce que c'est un gars d'Hercé qu'on connaît très très bien, qui s'appelle Pujol. Et quand vous allez à New York, maintenant il l'a vendu. Mais on y était allé manger, on a été très très bien reçus.
Et ma belle-mère même louait sa maison d'enfance à Hercé. Voilà Marie Ponceau qui tient la pergola. Et maintenant, c'est son fils qui la tient. Il y en a une autre aussi, pour ceux qui connaissent le coin. En haut du col de la Trappe, il y avait un restaurant qui s'appelait Chez Titine. Et je vois Raymond qui me fait signe oui. Et on mangeait très bien. Et elle aussi, Titine, avait tenu un restaurant à New York. Donc, ces Hercéens qui étaient à New York, alors, du temps des montreurs d'ours, déjà, les Hercéens, les montreurs d'ours, se réunissaient à Central Park. Ceux qui connaissent Central Park, vous avez un grand rocher dans Central Park, et ce rocher, c'est le roc d'Hercé. Les Ariégeois venaient là prendre des nouvelles du pays, échanger tout ce qui se passait. Bon. Et c'est resté très très longtemps le roc d'Hercé, même dans les années 1950. Denamiel racontait, je l'ai entendu raconter, qu'il ne passait pas un dimanche sans aller au roc d'Hercé pour entendre les résultats du Saint-Jérôme Club en rugby. Il lui fallait les résultats. Donc souvent certains avaient des échos de là-bas et donc ils allaient autour de ce roc s'échanger les nouvelles. Voilà. Pour terminer, maintenant, je vous présenterai Monsieur l'ours en peluche. Cet ours en peluche fut inventé dans les années 1903 et il va naître simultanément en Amérique et en Allemagne. En Amérique, il naît après une histoire qui est arrivée à Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt s'était rendu dans le Mississippi pour une histoire de frontière. Et on lui avait, comme c'était un chasseur, on lui avait monté un safari. Et ça arrive parfois que dans les safaris, vous reveniez bredouille. Donc notre Roosevelt revenait bredouille, mais quand même, les gens qui l'accompagnaient, c'était le président, on a dit on va faire quelque chose. Donc ils ont fait partir un ourson, et ils l'ont signalé vite à Roosevelt pour qu'il lui tire dessus. Et Roosevelt a refusé de tirer cet ourson. Et cette histoire a fait l'objet en Amérique d'un grand événement. Il y a un caricaturiste qui a fait cette caricature de Roosevelt refusant de tuer l'ourson. Et il y a un monsieur qui s'appelait Maurice Pichon, russe, émigré en Amérique, qui eut l'idée de construire un ours en peluche et il demanda l'autorisation de l'appeler Teddy. Teddy, c'était le surnom de Roosevelt. Donc cet ours va s'appeler Teddy Bear. Ce Michoum, il va mettre l'ours en vitrine avec la caricature de Roosevelt. Et alors là, c'est un succès fou. On va lui en commander 3000 comme ça. Et même il va construire une usine de jouets, notamment avec le Teddy Bear, et jusqu'en 1984, il vendra des ours qui s'appelleront Teddy Bear. En Allemagne, en même temps, Madame, alors je ne sais pas comment dire en allemand, ça s'écrit Steif, S-T-E-I-2-F, a un fils qui dessine beaucoup, un neveu qui dessine beaucoup, et elle est couturière. Et son fils a dessiné un ours, et bizarrement, elle aussi va fabriquer un ours en peluche, et cet ours, ces ours, elle en a construit plusieurs, fabriqué plusieurs, ils vont être exposés à Leipzig, à la foire de Leipzig, et là c'est le succès énorme, on va lui commander pareil, et elle va passer à un moment donné, je ne sais plus dans quelle année, il passe de 1970 PS à 970 000 ours. Bon, si par cas vous avez un ours qui a la marque Steve, gardez-le parce que ça vaut très cher. Voilà.
Et pour terminer, en France, je crois que c'est en 1920 qu'apparaît le premier ours en peluche, et c'est un nommé Pintel qui créa le premier ours en peluche. Ensuite, bon, vous en verrez beaucoup à la télévision, l'ours Golarguil, vous verrez Bonsoir les petits avec Nicolas et Pantronelle, etc., etc. Donc, voilà la caricature de Roosevelt. Alors, ça avait paru dans le Washington Post, hein, cette caricature. Voilà Madame Straith, avec l'ours qu'elle a fabriqué. Alors là, je vous passe rapidement, hein, pour terminer. Voilà, il subsiste encore des fêtes de l'ours dans les Pyrénées, notamment à Pras del Moro, justement, en pays catalan, en Pays Basque aussi. Il existe aussi une littérature abondante sur l'ours. Si vous n'avez pas lu ce roman, je vous le conseille fortement. Vous verrez, il est très intéressant, il relate. Alors, il n'y a pas eu de femme montreuse d'ours. On pense qu'il y en a eu une peut-être, mais comme elle porte un nom genre Dominique, qui pourrait aller à un garçon ou à une fille, on ne sait pas trop si c'était une fille ou pas. Voici le conte de Jean de l'ours, qui devait être connu de tout le monde. Et il existe en bande dessinée, là c'est une bande dessinée. Le montreur d'ours, encore une bande dessinée. Terre des ours. Contes et légendes de l'ours. Alors, celui-là c'est la Bible. Celui-là c'est Michel Pastoureau. Et c'est une Bible par rapport à l'historique que j'ai ébauché très rapidement, et très peu d'ailleurs. Par rapport à Michel Pastoureau, c'est vraiment... il faut pas manquer ce livre. Vous avez celui-là aussi qui est très intéressant. Alors, Louise Paget, c'est une Canadienne qui descend d'un montreur d'ours qui était allé au Canada. Et elle a été passionnée par les montreurs d'ours. Et elle a fait énormément de recherches et sur une cinquantaine de personnes, de montreurs d'ours qui auraient, à cette époque-là, qui seraient passés par le Canada. Voilà les livres pour enfants. On rentre là encore dans l'anthropomorphisme de l'ours. Hein. Petit ours brun va à l'école, vous connaissez tout ça. Il va à l'école, il va... Voilà le film de Fléché, le montreur d'ours. Vous l'avez en cassette CD qui est à vendre. Celui-là, sûrement que beaucoup de monde l'ont vu. C'est celui de Jean-Jacques Hano. Il existe encore... c'était un jeune qui avait passé tout le temps ses vacances à RC et qui était un peu dans le cinéma quand il a pris de l'âge. Et il a monté un film qui est intéressant, très intéressant, sur les montreurs d'ours. L'ours également fait la réclame de beaucoup d'aliments. Ah oui, l'ours était connu aussi pour ses vertus médicinales. Hein, on disait que il guérissait de la danse de Saint-Guy, pardon. Je commence à être fatigué. On disait que si on montait sur son dos, on devenait plus audacieux, etc., etc. Alors voilà le Toblerone. Ce qui est intéressant, regardez, vous voyez une silhouette d'ours en noir, là on l'a dessiné exprès, mais la vraie affiche c'est celle-là. Donc vous voyez que le glacier ressemble à un ours. C'est très marrant. Voilà encore une réclame où l'ours est présent. Voilà, et effectivement, il n'y a plus rien après. C'est terminé. Je termine là-dessus sur le but à gaz. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
qu'il y a des questions? S'il y a des questions... Merci infiniment. Nous avons appris plein de choses sur l'ours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame. Oui. Est-ce que habitué à l'homme, il se maintenait dans sa férocité? Est-ce qu'il restait dangereux? Oui. Voilà. Est-ce qu'il perd son instinct? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand il était avec l'homme. Oui. Parce qu'il est muselé tout le temps. Il est muselé, oui, parce que c'était la loi qui le demandait. Oui. Dans les années 1890, les montreurs d'ours devraient avoir sur eux un carnet de Santelbank. Ce carnet, il avait été surtout créé à cause des Tziganes. Et eux aussi devaient avoir ce carnet sur eux. Alors, l'ours, avec les montreurs d'ours, il a été élevé sans manger de viande. Je vous l'ai dit qu'il était omnivore. Oui. Donc l'ours, déjà, quand il était élevé pour suivre le montreur d'ours, il était élevé sans viande. Donc il ne savait pas trop ce qu'était la viande. Mais par contre, il y a eu quand même quelques accidents où des montreurs d'ours ont été un peu plus ou moins dévorés par leurs ours. Je crois qu'il y a eu 2 cas sur le nombre de montreurs d'ours. Ça fait pas beaucoup, mais ils y sont. Ouais. Donc, il portait quand même la muselière, peut-être aussi quand il dormait. L'homme était aussi esclave que l'animal. L'homme ne pouvait jamais quitter l'animal, et l'animal ne pouvait pas quitter l'homme. Il dormait... il y a une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Une fois, il y a un gars qui se promenait, et au détour dans un virage, il se trouve nez à nez avec un ours. Et il n'ose plus rien faire, et il entend dans le fossé, passo, je le tiens. Le montreur d'ours, il n'avait pas pu lâcher son ours pour aller faire ses besoins. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient féroces, puisqu'ils étaient muselés, et qu'ils ne se séparaient jamais avec l'homme. Donc, c'est pas quand ils sont en liberté. D'autres questions? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bonsoir, monsieur là. C'est pas vraiment une question. Je sais que vous n'avez pas certainement oublié de parler qu'à RC, il y a un petit musée des montreurs d'ours. Ah, très bien. Vous avez fait Ce petit musée était auparavant dans le petit hameau de la Rivière, juste avant RC. Donc c'était l'école du hameau. L'école du hameau. Oui, l'école a été vendue, le musée maintenant est à la petite salle à RC. Voilà. À l'ancienne poste. Oui, vous faites bien de le rappeler, parce que c'est un musée très, très intéressant. Bon, c'est plus encore plus approfondi, je vous ai dit. Je l'ai visité cet été. On l'a visité. C'est un petit musée qui se trouve à côté de la mairie, à l'ancienne poste. Et vous faites bien de le relever, parce que si vous allez dans la région, ça vaut un arrêt. Ça vaut le coup d'aller le regarder. Justement, il y a une dame qui s'en occupe et qui peut vous raconter pas mal de choses. Oui, oui. Il y a dans ce musée, justement, le registre où il y a tous les montreurs d'ours, où ils sont partis, leur nom, leur sobriquet. Et pour ceux-ci qui connaissent un peu le coin, et on retrouve des sobriquets encore dans la Parce que, par exemple, M. Rosès, qui tient la station-service à Oust, est descendant de montreurs d'ours. Dans toutes les familles à RC, alors, tout le monde parle, on les appelle les Américains d'ailleurs. Dans toutes les familles, ils savent parler anglais. C'est ça que je me rappelle quand la première fois, j'y suis allé pendant très longtemps, mais quand la première fois que j'y suis allé, j'avais 18 ans, ma femme avait 6 ans, quand elle est allée, elle. Mais je trouvais des gens qui parlaient couramment anglais. Je me disais, attends,
comment, je ne connaissais pas encore l'histoire des monteurs d'ours. Je me demandais comment ces gens-là pouvaient parler couramment l'anglais. Parce que, vous savez, quand vous êtes ces vallées en 1880, c'était des vallées perdues. La route se terminait à Aulus. Ces gens-là, ils n'étaient pas allés plus loin que Saint-Jérôme. Et vous vous rendez compte, ils vont à New York. Comme vous, déjà, à New York, à Orly, vous trouvez à Charles de Gaulle, puis vous descendez à La Guardia, vous dites, attendez, où vous allez, et vous voyez ces gens en 1800 et quelques, avec leurs ours, descendre dans New York, là, vous voyez. On n'arrive pas à s'imaginer. C'est fantastique. Et pour terminer, vous avez parlé du restaurant Titine au col de la Trappe, il existe toujours, il y est toujours, il est toujours, on y mange très très bien. Et le col de la Trappe, c'est justement ce qui permet de passer de la vallée de la Lette à la vallée du Garbet. C'est une route qui a été faite dans les années 1950. Avant, on ne pouvait pas traverser, enfin on traversait à pied. Oui, mais il y avait les sentiers, passaient un peu plus bas par la droite. Oui. Mais les premiers qui sont partis, ce ne sont pas ceux d'Hercé, ce sont ceux de la vallée de la Lette. Et alors, après, en 1870, ça a été ceux du Garbet. Mais ceux de la vallée du Garbet, sur 15 km, vous voyez, ça fait pas très long la vallée du Garbet. Vous aviez 120 monteurs d'ours. Il y en avait presque un dans chaque famille. Et l'Ariège, c'est quand même pas bien loin d'ici, hein. Ça fait 2 heures de voiture en respectant les limitations de vitesse. Bon, mais les limitations de vitesse, vous êtes obligés de les faire puisqu'il n'y a que des villages à traverser. D'autres questions? Bon, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, bon, mais juste, est-ce que les monteurs d'ours, il y en avait que dans les Pyrénées, ou dans d'autres parties d'Europe? alors, il n'y en a pas eu. Non, enfin, à part les tiganes. Oui, mais les montreurs d'ours, il n'y en a même pas eu dans d'autres endroits dans les Pyrénées. Dans la vallée d'Ossau, dans les Hautes-Pyrénées. Les montreurs d'ours, c'est la vallée du Garbet et la vallée de. C'est ces deux vallées de 15 km. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais expliquer un peu pourquoi, mais c'est que ces deux vallées, les ours, alors on les appelait les oursaillers, ou les oursaillers. Pas d'autres questions? Voilà, alors si vous allez dans la région d'Aulus, n'oubliez pas que vous arrêtez au musée de la capitale des monteurs d'ours, et voilà, vous verrez que c'est un pays magnifique en plus. Encore un petit truc aussi où on parle des ours, c'est un musée qui est vraiment très bien, à Souex, musée des colporteurs. Aussi, oui, à Souex. C'est vraiment à voir. Ouais. C'est vraiment à voir. Alors, pour en revenir au musée d'Hercé, vous avez des souliers, des bottes et des souliers de monteurs d'ours. Quand je vous disais les bottes en cuir à lacets, vous verrez des muselières d'ours, et vous verrez, il y a des muselières d'ours et il y a autre chose. Je ne me rappelle plus. Vous verrez des empreintes aussi d'ours, etc. Donc vous verrez tout ça. Et le musée des colporteurs, c'est la maison Souquet. C'est ça. Ah oui, je vous dis, tous les noms actuels avaient des sobriquets parce que je ne vous ai pas donné. Si, ils y étaient là, vous les avez. Il y avait par exemple Rogal dit, je ne sais plus quoi, et le Bouffaille, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de noms, ce sont les mêmes noms. Des Pujols, il y en a, des Icars, il y en a, des Souquets, il y en a. Donc on les repérait en leur donnant des sobriquets. Comme ça, on savait que celui-là, il habitait à tel endroit, et que celui qui portait le même nom, avec un autre sobriquet, il habitait ailleurs. Voilà. Bon. Il nous reste à remercier Michel et à vous souhaiter bonne soirée, à vous donner rendez-vous le 6 décembre. Michel Manson nous parlera de la poupée éducatrice au XIXe siècle. Voilà.